L'activité événementielle qu'on a quand on fait déguster nos produits en événement, en fait, les clients qui viennent déguster, ces grands enfants, là, les grands gourmands, ils nous demandent en fait, mais où est-ce qu'on peut manger vos barbes à papa ? Mais en fait, on n'a pas de boutique, on n'a pas de lieu de dégustation. Si on ne propose pas nos produits après, en fait, ils ne les retrouveront jamais. En fait, c'est aussi un moyen pour nous de continuer cette présence physique en événementiel et de continuer en fait l'expérience jusqu'à nos boutiques. La partie B2C est là aussi pour répondre à ces questions. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du Panier. Je lance l'enregistrement au moment où mon invitée, Célia, la fondatrice de la maison de la barbe à papa, me dit « on a un produit joyeux ». Je lui dis avant chaque enregistrement, chères auditrices, chers auditeurs, je rappelle à mon invité qu'il faut parler près du micro, que c'est une conversation, qu'il n'y a pas de stress, mais surtout je leur dis le sourire s'entend. Et c'est vrai que le sourire s'entend. Et elle me dit « mais t'as pas besoin de me le dire parce que j'ai un produit joyeux ». Salut Célia, ça va ? Mais oui, très bien. Je suis content de te recevoir. C'est Francis Barrel qui dirige PayPal en France. Et plus aujourd'hui d'ailleurs, je sais plus, je crois qu'il a son poste a pris là. Bref, c'est Francis Barrel avec qui j'ai enregistré 2 super épisodes que je vous invite à écouter sur PayPal, qui nous a mis en relation en me disant « mais tu verras, Célia est formidable ». Et elle a une belle histoire à raconter et surtout un produit, comme tu le dis, joyeux et c'est très cool. Alors je vais poster sur mon Insta, mais vous le verrez si vous allez sur le site barbapapa.fr. Célia, tu vends de la barbe à papa. Oui. Et tu es le spécialiste français, la spécialiste française de la barbe à papa, made in France. Made in France, ça peut paraître fou de se dire que en fait, on peut vendre de la barbe à papa en ligne, mais on a relevé le défi. J'ai relevé le défi. On m'a plusieurs fois dit que j'étais folle, mais je suis folle. Je crois, parfois, il faut un peu l'être, je crois, pour entreprendre. Oui, exactement. En fait, oui, les deux vont avec. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. On va parler de pas mal de choses dans cet épisode, mais je me réjouis d'avance des sujets qu'on va aborder. Vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est les histoires de reconversion ou de lancement parfois un peu tardif dans l'entrepreneuriat. Mais tu m'as dit en intro que tu avais la flamme, enfin en intro en préparation, pardon, que tu avais la flamme de l'entrepreneuriat. Tu m'as dit, il faut que j'entreprenne. Parce que tu as entrepris après 5-6 ans en ESN, chez SQLI, après presque 10 ans dans une... 12 ans, après 12 ans. 12 ans dans oui. une... Attends, 12 ans en tout ? En tout. En tout, ouais. Avec 2 enfants ? Oui. Un mari, évidemment. Enfin, évidemment, non, pas forcément, pardon. 2022, Laurent. Mais bref, tu m'as dit, il faut que j'entreprenne, je trouvais ça cool. Aujourd'hui, j'aimerais savoir... on va parler d'une histoire de rebond, parce que après ces expériences pro, tu as eu d'autres aventures entrepreneuriales plus ou moins avancées, dont on va parler. J'aimerais comprendre la différence entre ces aventures et l'aventure actuelle. J'aimerais comprendre comment on fait de la barbe à papa. D'ailleurs, on n'a pas parlé en préparant cet entretien, mais je me suis toujours posé la question. Tu fais de la barbe à papa en B2B, principalement, sur de l'événementiel. Ça marche bien pour ta petite entreprise qui a 2-3 ans. Tu as pris un virage B2C pendant le Covid. Et tu me disais d'ailleurs que le pire du Covid, c'était pas en 2020, mais dans l'événementiel, c'était la dernière vague qu'on a connue il y a 1 an, c'est ça ? Exactement, il y a 1 an. Ça a été le pire moment pour plusieurs raisons. On venait déjà d'encaisser les 2 premières années. Ça faisait 2 ans qu'on faisait du Covid. Les trésors sont au plus bas. Et la dernière vague a été très très difficile parce qu'on n'avait plus rien en fait pour survivre. Et que dans l'événementiel, il y a 2 saisons qui sont très importantes, celle de Noël et autour de mai-juin.
celle de Noël étant la plus importante, et le Covid étant revenu, tous nos prestataires de services, tous nos clients et toutes les agences événementielles pour qui on travaillait ont annulé les événements à cette époque-là. Donc on a fait 0. 0 plus 0 égale. Ouais. 0 en décembre et du coup sur les premiers mois de l'année 2022. Voilà, on fait quasiment, je dirais pas la moitié de notre chiffre d'affaires en un mois, mais on n'est pas loin en décembre de faire des gros chiffres à ce moment-là. Et ne rien faire, ça a été très très dur. Voilà. Alors c'est une belle histoire d'entreprise. Tu as été auto-entrepreneur pour te lancer, on y viendra. Ensuite, tu as créé ta boîte, vous êtes monté jusqu'à 12. Tu es redescendu à 0 ou à 1 l'année dernière, justement, dans ce moment un peu dur. On enregistre le 6 décembre. L'épisode sortira dans quelques jours. Mais surtout, c'est la veille, je ne le savais pas, mais de la journée mondiale de la barbe à papa. Et je suis certain que je vous apprends un truc aujourd'hui. C'est le 7 décembre, le Cotton Candy Day. C'est comme ça qu'on dit en anglais, Cotton Candy pour la barbe à papa. Et voilà, on va se lancer. Mais très fun. Et des beaux produits, je vous invite à aller voir barbapapa.fr pour les découvrir. T'es une ancienne ingé. Je suis une ancienne ingé, exactement. Ça peut paraître fou, en fait, de passer ingénieur en informatique à faire de la barbe à papa, en fait. Ouais, parce qu'en ESN, t'étais pas côté vente ou côté support, t'étais vendu, d'ailleurs. J'étais côté tech, MOE, et j'ai commencé en faisant du site web chez SQLI, après des années à l'UTC, effectivement. L'UTC, c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est l'université de Compiègne, hein, c'est exactement. ça ? Voilà, exactement. Et donc, j'ai fait des sites web. Je sors vraiment de la première génération de sites web dans les années 2000. C'est difficile aussi, ça à dire. Le temps passe. Et j'ai fait ça pendant 12 ans, les 6 premières années en société de service chez SQLI, et après chez un annonceur où je faisais du gaming, du casual gaming, avec des paris en ligne en fait. Ok. Voilà. Mais tu as toujours voulu entreprendre ? Ou tu l'as ressenti tardivement ? J'ai toujours eu une âme au projet en fait, parce que pour moi entreprendre c'est quand même beaucoup de la gestion de projet. Et quand j'ai travaillé effectivement en société de service et même après, j'aimais beaucoup ce qui était gestion de projet. Et je trouve que monter une boîte, créer, c'est voir un plus gros projet finalement dont on a la responsabilité financière. C'est juste, je pense que c'est ça la dose supplémentaire. Mais voilà, j'avais plutôt cette âme de gestion de projet. Et je suis tombée dedans comme ça en fait. Enfin, je pourrais pas me dire, je me suis pas levée un matin en me disant je vais monter une boîte en fait. Non, pas du tout. Mais vraiment pas en fait. Donc ça a grandi en toi jusqu'au jour où tu t'es dit quoi ? Pourquoi t'as quitté ta dernière boîte il y a 4 ans ? Je l'ai quitté parce que j'avais abouti. Ça se passait plus très bien parce que j'avais eu des enfants. Effectivement, j'avais une histoire de vie de famille et ça ne collait plus effectivement avec les attentes de la société dans laquelle j'étais. Apparemment, je n'étais pas assez disponible pour eux, ce qui me paraît aberrant aujourd'hui dans ce monde-là. Donc, en fait, en soi, ça a été terrible, mais ça a été une chance, ça a été un vrai relais pour moi. Ce malheur en soi d'avoir été mis au placard, ça m'a permis en fait de partir et de finalement créer ma première boîte en fait. On va pas en faire tout un pataquès, mais bon, c'est intéressant quand même comme driver. Je peux demander quel âge tu avais ? J'avais 40 ans. Ok. Oui, c'est ça. 38 ans, pardon. 38 ans. Non, mais ok, très bien. 38 ans. Ça faisait déjà un bout de temps que tu avais un blog culinaire. Oui, exactement. Qui n'existe plus aujourd'hui, mais que tu as lancé en 2010-2011, je crois. Mais la bouffe t'intéressait. Ouais, faut croire que... Le food... Mais la bouffe, c'est la vie, en fait. La bouffe, c'est la vie. Ouais, le gras, c'est la vie. Le gras dans la bouffe, ouais, le sucre aussi, c'est la vie. Tout est bon sans excès. Hein. Tout est bon sans excès, voilà, on est obligé de le dire. Ouais. Mais tu avais un blog culinaire, il me semble intéressant de le dire, parce que tout ça fait partie de l'équation de la barbe à papa, qui était assez avancée. Tu faisais des tournages, des partenariats. J'ai dû faire 6 ans, alors c'était l'époque des blogs, donc 6 ans de blog culinaire. J'intervenais, je travaillais beaucoup avec 750 grammes à l'époque. On faisait des séquences vidéo, des battles de food, enfin... J'étais très très active dans le monde du blog culinaire en fait. Spécialisée enfant ou pas encore ? Alors, spécialisée très cuisine familiale. C'est-à-dire que
Moi, je me voyais avec j'avais mes enfants, je me voyais dans mon quotidien de boulot, et je me disais, je vais rendre service à tout ce monde de mamans et de parents même, et leur proposer des recettes de cuisine faciles à faire au quotidien. Et de pas être submergé, c'est quand même une charge mentale de devoir s'occuper de tout ça. Une petite communauté aussi sur ce blog ? Oui, une bonne communauté d'ailleurs. On avait une page Facebook, ça peut paraître dérisoire aujourd'hui quand on voit les millions de followers qu'ont des certains influenceurs, mais on s'était lancé sur Facebook, on avait 8000 followers en fait. En dehors de ton taf, à cette époque. Hein. Ouais. Oui. Et de là naît une première idée de boîte. Oui, je me suis dit que cette communauté-là, il fallait la transformer. Je ne pouvais pas le laisser comme ça en l'état, ne rien en faire. Et j'ai monté une box culinaire. Une box culinaire pour enfants. Ok. Voilà. Ok. Raconte-moi comment est née l'idée. Elle est née du blog en fait en soi. Hein. C'était de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le monde culinaire ? Sincèrement, j'avais 2 choix. Je voulais monter des cuisines communes. Au début, avec c'est quoi une cuisine commune ? Une cuisine commune, c'est tu fais du batch cooking. En fait, les gens viennent, tu proposes des plats, elles cuisinent plein de plats à la semaine et repartent avec ces plats. Donc j'avais cette idée en tête, mais toujours dans le monde culinaire, parce que je me disais franchement, cette expérience, ces 6 années consacrées à ça, fallait que je le rentabilise, fallait que je le valorise en fait. C'est marrant, j'avais des potes qui avaient lancé un truc, je les salue là, mais ça s'appelait Super Marmite. Et c'était pas loin de ce concept, c'était des cuisines partagées ou des cuisines individuelles, mais ça permettait aux gens de vendre ce qu'ils cuisinaient chez eux. Alors t'as des enjeux, des problématiques de validation assez fortes. Je pense que ça n'existe plus, mais c'était fun. Ok. Donc c'était une option. C'était une option, ouais. Mais toujours dans le monde culinaire. Et en fait, c'était la grande mode et la grande vague au début des box culinaires. Il n'en existait pas pour enfants. Je me suis lancée avec quelqu'un, on était en binôme. Des études de marché ou juste un insight autour d'une table ? Comme ça, ouais. Okay. Ça a duré combien de temps ? Pas très longtemps. Ça a duré 6 mois. Ok. Je pense que c'est le pire des ennemis, cette idée que tu as avec un ami ou des potes autour d'un apéro en disant « Hey, ce serait tellement cool si... » Exactement. Ouais. Alors parfois ça marche. Non mais voilà, parfois il faut faire confiance à son instinct et parfois ça marche. Mais c'est à l'opposé, je le prends souvent en exemple, mais de ce que font les startups de Imagination Machine à Nantes, ce startup studio lancé par Rob Spiro, dont sont issus Joe, Smala, Beam Energy. J'en ai reçu pas mal du coup de ces startups sur le panier, me disent qu'ils ont tous commencé en gros par parler à 100, 200, 500 personnes, faire de l'insight, de la recherche, de l'étude de marché. Et c'est à l'opposé, j'oppose ça à cette idée qu'on a à l'apéro avec des potes en disant putain, le lave-vaisselle se vide mal, et si on inventait tu vois. Bref, donc raconte-moi quand même le lancement de cette box, ouais. De Aubon, c'était Aubon à l'époque. 2O BON. Hein. 2O BON, ouais. C'est sorti tout droit de notre cerveau. Enfin, franchement, comme ça, en fait. Hein. Et en fait, il n'y a pas de marché, en fait. On s'est très vite rendu compte que, en fait, on ne vendait pas de box. Voilà, tout simplement. Bon, la box, c'est compliqué. Mais du coup, tes apprentissages, 6 mois, c'est bien, parce que moi, ma première boîte, j'ai lancé à... Enfin, ma vraie première boîte, j'ai lancé à 24 ans, un truc comme ça. Je crois que j'ai mis 2 ans à faire à comprendre qu'en fait ça marcherait pas, et en anglais on dit pull the plug, à éteindre. Mais honnêtement, peut-être même 2 ans et demi, je sais plus, il y avait une année et demie de trop. Tu vois, j'aurais pu être réaliste beaucoup plus tôt. C'est pas mal que ça ne dure seulement 6 mois. Oui, enfin moi je suis très réaliste. Je m'attache pas forcément en fait à me dire il faut que j'essaie jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Moi, j'ai très vite compris que ça n'allait pas marcher, en fait. Qu'il n'y avait pas de marché pour la box culinaire, c'est très compliqué, en fait. T'aurais pu t'en rendre compte 6 mois plus tôt ? Non, parce que c'était ma première boîte. Okay. Et que j'avais pas idée. Je pensais qu'on pouvait vendre. Sincèrement, je pensais qu'on pouvait vendre comme ça. Que ma communauté allait très vite acheter. Pourtant, on avait une grosse communauté C'était vraiment notre cible, en fait. Hein. Pour moi, c'était évident que ça allait fonctionner, en fait. On s'adressait au bon public. Pour moi, c'était évident que ça marche. Bon, en fait, pas du tout. Et si la communauté qu'on a, qui était qui correspondait vraiment à 100% de notre cible, n'achetait pas,
Enfin, on allait trouver qui, en fait, à part les copains, c'est eux qui achètent au début, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a financé le début, c'est toujours comme ça, hein. C'est son premier cercle, en fait. Ouais, mais si tu dépasses pas ton premier cercle, en fait, voilà. Déjà, faut surtout que t'as la communauté, oui. T'as le terreau pour lancer ta box, quoi. Donc il faut, enfin, je comprends hein, qu'on puisse vouloir aller chercher plus loin, enfin pas abandonner au bout de 2 mois, 3 mois, mais en fait là au bout de 6 mois déjà, on n'avait plus de fonds, ça se vendait pas, okay. C'était fini, quoi. Ton apprentissage? Parce que tu t'es relancé juste après avec la barbe à papa. Donc, exactement. Qu'est-ce que tu t'es dit, ça je le referai plus? Je me suis dit, je me relancerai plus les yeux fermés, effectivement. Il faut faire une étude de marché, en fait. C'est vraiment important. Et pas se lancer comme ça. C'est sûr, hein, on est ceux qui pensent que notre projet va réussir. C'est obligé. T'as l'âme, t'as envie. Enfin, on est les meilleurs prescripteurs. On vit notre projet, mais ça suffit pas, en fait. Il faut arrêter de se mettre des œillères devant les yeux. Enfin, il faut faire une étude de marché. Même si on trouve notre produit génial, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, en fait. Donc, et c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Mais heureusement, d'ailleurs. Donc, mon apprentissage, c'était de me dire, ne te lance plus comme ça dans un projet. Déjà, la barbe à papa, enfin, ça paraissait déjà encore plus délirant qu'une box culinaire. Et j'en ai fait pleurer beaucoup autour de moi. Et je pense à ma maman. Qui a dû se dire, elle est complètement folle, ma fille. Elle me l'a dit, d'ailleurs. Mais ouais, mon apprentissage, c'était de me dire, voilà, j'ai vécu 6 mois intenses de création de boîte, et d'ailleurs, même sur l'ensemble, je ne savais pas ce que c'était que de monter une boîte. C'est pas cool, hein. Franchement, c'est pas que cool. C'est cool quand on voit, quand il y a beaucoup de succès, enfin, quand il y a du succès. Mais c'est pas que cool, hein, de monter une boîte, hein. C'est dur, c'est très dur. Je voulais me servir de ça pour remonter cette deuxième boîte. Je voulais pas tout mettre à la poubelle, en fait. Et je voulais pas t'interrompre, je voulais que tu ailles au bout de ta pensée, mais grave, c'est dur de monter une boîte. Mais oui. Non, mais évidemment. On cherche tous ce sentiment de liberté, et c'est vrai qu'on n'a jamais été plus libre, et en même temps plus enchaîné, tu vois, à une réalité business, à des associés, à des investisseurs pour ceux qui ont levé des fonds, à une vente qui ne se fait pas, enfin... À tout. Moi, je dis toujours, il n'y a pas pire boss que d'être son propre boss, en fait. Ce que je m'inflige, j'aurais jamais voulu qu'on me l'inflige en tant que salarié, en fait. Alors, tu es maître de ta destinée, tu es maître de tes choix, tant que tu es majoritaire, ou en tout cas libre à ton board. Mais ouais, c'est dur. Évidemment, surtout dans les moments difficiles, dans l'e-commerce. Alors toi, tu l'as vécu il y a 1 an dans l'événementiel, c'était la période. Tu m'as dit que c'était le mois le plus dur de ton histoire. Le mois de janvier 2021, le mois de décembre 2020. Oui. Décembre 2021, pardon, janvier 2022. Oui. Ouais. Oui. J'ai cru fermer la boîte. Je me suis dit, c'est fini. Je vais fermer. C'est fini. Sur quoi t'as rebondi ? C'était quoi la flamme ? C'était quoi le trigger ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que t'as fait ? Comment t'as fait ? Parce que avec les box culinaires, tu t'es dit à un moment, ça marchera jamais. Là, tu t'es dit, bon, ça marchait bien enfin ça marchait un peu en événementiel, mais t'es au bout du gouffre, au bout du rouleau, pardon. De tout. Qu'est-ce que t'as puisé en janvier et février de cette année pour rebondir ? Je pense que j'avais encore un tout petit peu d'énergie, et de me dire que je regardais en arrière, je me disais, mais c'est pas possible que c'est autant bien marché, et que là, je refuse que ce soit le Covid qui me bouffe, en fait. Que ce soit un marché qui n'existe pas, ou une raison quelconque, je sais pas moi, un défaut de gestion, de gérance. Oui, mais que ce soit le Covid qui me fasse tout arrêter, je refusais ça, en fait. Je ne supportais pas que ce soit quelque chose comme ça, donc, que je maîtrise pas, en fait, qu'il soit... Voilà. Et j'ai eu encore cette flamme, enfin, je ne sais pas d'où, et je me suis dit, mais ça va repartir, en fait. Là, il faut... Donc, j'ai mis la société encore plus qu'à l'abri, tirer les coûts, les charges au plus bas possible, voir combien de temps j'allais pouvoir exister encore comme ça. Et j'ai bien fait de tenir, parce que en mai, ça a énormément repris. Il n'y a pas eu de palier, en fait. C'est monté de 0 à boum, d'un coup, ça reprend, on y va. Et j'ai bien fait d'attendre, en fait. Mais c'était dur. Pour donner un peu de contexte, ça reste une petite entreprise, mais l'année, en 2020, tu fais 25 000 euros. Je fais que 25 000 euros de chiffre d'affaires, oui. Qui est l'année Covid. Cette année 2022, tu
à travailler sur 8 ou 9 mois. 9 mois. 9 mois. Tu fais 200K, donc tu aurais fait 250 sur l'année. Oui. Tu comptes pas encore décembre? Ou tu comptes déjà décembre? Dans ce chiffre que tu me donnes. Parce que tu me dis qu'en décembre, c'est le plus gros mois de ton année. Ah non, j'ai pas fini là, décembre. T'as pas fini, Non, c'est ça. j'ai Donc pas tu as fini. dépassé. Donc tu as fait un x10 en 2 ans. Oui. Et de beaux signaux. Je reviens à ce qu'on se dit avant. Donc l'entrepreneuriat, c'est dur, effectivement. Tu fermes au bon les box culinaires. Et tu te dis, il faut faire une étude de marché. En tout cas, ça doit faire partie des ingrédients du lancement de ta boîte. Comment est-ce qu'on passe des box food culinaires, enfants à Barbe à Papa? Ben, on passe pas. Ça vient comme ça un jour, un matin. Non, ça vient... j'ai des enfants, je fête un anniversaire et j'utilise une machine à Barbe à Papa pour l'anniversaire de ma fille. C'est parti de ça, ça a très bien fonctionné. Mais tu savais... Alors, pardon, tu savais faire de la Barbe à Papa? Pas du tout. Comment ça marche, la Barbe à Papa? Bon, c'est dur à dire, la Barbe à Papa. La Barbe à Papa, c'est assez... technique en fait. Ouais. C'est un état du sucre. On change l'état du sucre. C'est un récipient dans lequel tu mets le sucre qui chauffe à 180 degrés, qui est l'état de fusion en fait du sucre. Ok. Et pourquoi ça ne devient pas du caramel? Parce que c'est l'état de fusion. Le caramel, c'est plus chaud encore. Ah, le caramel, c'est au-dessus. Ouais, c'est au-dessus. Donc, et avant le caramel, il y a... Ok. Voilà. Et comme tu es dans un effet... comment on appelle ça? Ça tourne, c'est tourbillonnant. Centrifuge. Voilà, exactement. La force centrifuge. Ton sucre, il est à l'état liquide, à l'état de fusion, et tu as plein de petits trous qui permettent au sucre de sortir en fil. Je pense qu'on a tous fait l'expérience à la maternelle de l'effet peinture, où on a un système qui tourne, on met plein de peinture à l'intérieur, et quand ça sort, ça fait comme une petite étoile, une rosace, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ouais. C'est exactement le même principe que la Barbe à Papa, en fait. Sauf que ça ne projette pas, ça fait un fil. Enfin, il y a une... Ok. Voilà. C'est ça que tu ramasses avec le bâton? C'est ça que tu ramasses. Et quand ça sort, ça refroidit très vite parce que c'est des fils très fins. Ok. Tu as un effet tourbillonnant. Alors, je peux te parler aussi des machines. Hein. Tu as des souffleuses et tu as des projetées. Nous, on utilise des souffleuses sur lesquelles, quand ça tourne, il y a un petit ventilo, en fait. Et quand pour accélérer, c'est comme un turbo? En fait, ça fait souffler. Quand la barbe sort, ça la fait monter, en fait. Ok. Voilà. Et c'est ça que tu récupères autour de ton bâton. Et les projeteuses marchent comment? Les projetées sont c'est des très, très, très grosses machines et qui projettent, en fait, contre la paroi de la machine de la cuve. Ta Barbe à Papa. C'est pour ça qu'on fait tous le geste. C'est ce qu'on voit dans les fêtes foraines, en fait. C'est pour ça qu'on fait tous le geste comme ça quand on tourne autour de la cuve. Ça, c'est quand tu utilises une projetée. Voilà, les auditeurs ne voient pas, mais je fais un super... oui, pardon, excuse-moi. Célia fait des... Alors, barbista, c'est un terme que j'ai appris avec toi. Oui. Que tu as inventé ou qui existait déjà? Oui, non, qu'on a inventé, qui est une marque d'ailleurs, qui est une marque déposée. Tu as déposé Barbista. Oui, exactement. Donc, la Barbista, c'est le barista de la Barbe à Papa, quoi. Exactement. Le Barbista. Donc, Célia était en train de faire un geste circulaire avec sa main. Donc, à la fête foraine, ils font ça, effectivement. Parce qu'ils ont des très, très grosses machines et que les forains utilisent des projetés. Nous, on utilise des souffleuses. Et donc, nous, on tourne le bâton. Donc, cette fois, le geste n'est pas circulaire, mais tu tournes le bâton. C'est juste le poignet. Voilà, Exactement. Je suis incapable de vous le décrire, pardon, le geste, mais c'est beaucoup plus simple. Ok. Donc, tu loues une machine de Barbe à Papa. Et je m'improvise barbista. Et tu prends un... D'ailleurs, j'ai démonté 20 000 fois les machines pour voir. Ça, c'est le côté un peu tech. Ouais, okay. Et j'ai démonté 20 000 fois les machines pour voir comment elles fonctionnaient. Tu loues la machine pour l'anniversaire de ta fille, ou d'un de tes enfants, et ça marche. Enfin, ça marche. Je vois et enfants et surtout parents, puisque nous, je l'expliquerai plus tard, mais on a une communauté, on a des clients qui sont adultes. Ça fonctionne beaucoup auprès des parents également. Et je me dis, tiens, c'est fou quand même que la Barbe à Papa ait autant de succès, en fait. Mais on n'en voit jamais. On en voit une fois l'an quand on va dans une fête foraine ou autour d'un manège. Mais c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ça a du succès, parce qu'il faut aller au manège, il faut aller au cirque, il faut aller à la fête foraine pour pouvoir en manger, en fait, en déguster. Donc je loue une machine que je remets en revente, en location sur Le Bon Coin. Attends, tu achètes une machine ou tu loues une machine? Non, j'achète une machine. T'achètes une machine? J'achète une machine. Ouais, et tu la mets en loc sur Le Bon Coin après et que je remets en location. Combien ça coûte une machine? Ça dépend. C'est super.
Ok. Non, ça dépend. Ça dépend du type de machine, effectivement, qu'on achète. Ça va de 400 à 3000 euros. Ok. Voilà. Donc, les machines made in China, effectivement, ça coûte 400 euros. Les machines françaises, ça coûte 3000, entre 3 et 4000 euros. Voilà. Donc, tu achètes une machine d'occasion, tu la mets en log sur le bon coin, et là, je la loue. Donc, je me dis, c'est fou, je la loue une fois, 2 fois, 3 fois. Et comme j'étais en pleine période de reconversion à ce moment-là, ça mettait un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Je dis à mon mari, je vais en acheter une deuxième, je vais la louer aussi. Non, mais là, tu commences à. Enfin, ça Oui. génère un peu de bénéfice, quoi. Oui, ça me génère un peu de revenus, en fait. Et ça pèse combien de machine? Oh, ça pèse pas très lourd, ça pèse 6 kilos. Ok. Voilà. Donc, tu peux l'envoyer ou la livrer? Alors, uniquement sur la région parisienne, Ok. et les gens venaient les récupérer. C'était vraiment du particulier. C'était du particulier à particulier. Hein. Je n'étais pas du tout en mode Ouais, bien sûr. entreprise. Et là, j'en loue une, j'en achète une, je la loue, j'en achète une deuxième, je la loue, j'en achète une troisième, je la loue. Bon, là, la maison commence à ressembler surtout à Paris, on n'a pas des grands appartements, commence à ressembler un peu à un entrepôt de machines à barbe à papa. Et là, je suis déjà en mode, même si je le fais comme ça pour mettre du beurre dans les épinards, je sais qu'en moi, je suis déjà en mode, je suis en train d'étudier le marché, en fait. Ok. Voilà. Et donc, je fais une étude de marché dans la foulée parce que je trouve ça fou qu'aujourd'hui, j'arrivais à louer moi-même des machines à barbe à papa sans rien connaître du marché ou même sans faire de pub ou quoi que ce soit. Je me dis, mais il y a un marché, en fait. Voilà. Comment tu fais ton étude? Je regarde. Alors, je savais que aux États-Unis, donc je fais une grosse étude de marché aux États-Unis. Je savais que c'était les rois de la barbe à papa, effectivement, puisque demain on a quand même la journée mondiale de la barbe à papa qui se fête le 7 décembre. Qui se fête aux États-Unis. Donc, je fais une grosse étude de marché en fait sur ce qui se fait aux États-Unis. Je fais une étude de marché en France, mais cette vraie étude de marché, je la fais en tant qu'auto-entrepreneur. Je vais lancer mon activité en mode micro-entreprise, aucun investissement, à part acheter une machine d'un stand, mais c'est rien du tout. Et je teste le marché. Et je vois si ça prend. Okay. Et il n'y a pas mieux que de faire une étude de marché comme ça, en fait. Ouais, c'est intéressant, on y vient dans une seconde, mais la prise de risque est minime, quoi. Raconte-moi ce que dit ton étude et raconte-moi le marché de la barbe à papa. Il y a un marché de la barbe à papa? Donc, les Américains sont les rois de la barbe à papa. Ça a quel âge, la barbe à papa? Ça a 120 ans. C'est dur de répéter barbe à papa autant. Ok, ça a 120 ans. Ça a 120 ans. C'est très, très vieux, en fait. Okay. Tu te rends compte que c'est un produit qui n'a pas changé depuis 120 ans, qui a été d'ailleurs inventé par un dentiste. Donc, comme quoi, hein. c'est fou. Hein. Y en a le mec a créé sa filière, tu vois. C'est malin. C'est trop malin. Ça me fait rire comme histoire, en fait. C'est tellement fou. Ça a été inventé par un dentiste il y a 120 ans. Et depuis 120 ans, en fait, ça n'a pas changé, en fait. C'est toujours la même. C'est quelque chose qui appartient beaucoup au monde du forain. Et même dans le monde de l'événementiel, moi, c'est quelque chose que je voulais faire. Et ce que je voyais dans le monde de l'événementiel, c'est qu'en fait, on ne voyait pas de barbe à papa. Et il y avait une raison pour laquelle on ne voyait pas de barbe à papa. C'était que c'était pas très beau, un peu kitsch, un peu vieux jeu. Et qu'il fallait effectivement lui rendre vraiment ses lettres de noblesse, lui donner un côté beaucoup plus élégant, beaucoup plus chic. Et peut-être aussi un peu plus gourmet, en fait. Et ça, il n'y avait aucune marque aujourd'hui qui ne s'était lancée dans ce monde-là de la barbe à papa. T'es capable de me citer une marque j'ai envie de dire, de macarons, une marque de popcorn. On a tous une en tête. Par contre, je te demande de citer une marque de barbe à papa. Bon, aujourd'hui, tu sais, mais... effectivement, il n'y avait pas de marque. Il n'y a pas de marque. En fait, la barbe à papa, elle appartient à tout le monde et à personne en même temps. En fait, il y avait vraiment... aucune marque qui avait posé son logo. Exactement. Son image. Son image sur de la barbe à papa. Surtout que c'est un truc de forain. Enfin, c'est un truc qu'on voit dans les fêtes foraines ou autour des manèges. Donc, ok. Oui. Ok. Donc, tu seras la première ou la plus grande marque de barbe à papa française. Vous l'êtes déjà, évidemment. Surtout, c'est pareil. Très bien. Et donc, tu décides de chiquiser ou gourmetiser, dépoussiérer la barbe à papa pour en faire un objet
plus du quotidien que de cette consommation qu'on avait avant, une fois par an, quoi. Ok. Et tu testes, tu te mets en auto-entrepreneur, donc en micro-entreprise. Tu continues de louer des machines. À quel moment est-ce que tu accompagnes et tu crées la prestation qui va avec ? Tout de suite, en fait. Okay. Oui, vraiment tout de suite. Donc, en 2 mois, je lance l'activité en micro-entreprise. Je fais un site web. C'était pas très compliqué pour moi à l'époque. Enfin, même toujours. Je sais pas pourquoi à l'époque. C'était pas compliqué pour moi de faire un site web puisque c'était mon métier de base. Donc, monter un site de réservation en ligne pour des animations Barbe à Papa, c'était très facile. D'autant plus que on est très vite, j'ai été référencée avec le mot Barbe à Papa puisque j'ai réussi à acheter le nom de domaine barbapapa.fr. Donc ça, c'était une vraie plus-value pour nous trouver. Pendant la première année, donc en 2 mois, je lance ce site. Et même pas 15 jours après avoir lancé le site, j'ai des appels entrants. On reviendra sur le SEO tout à l'heure, mais c'est vrai que vous allez vous cherchez Barbe à Papa. Mettez-vous en fait anonyme et cherchez Barbe à Papa dans Google. Tu es le 2e lien, je crois. Il doit y avoir Wikipédia plus toi, ou 3e en recherche naturelle. Ouais, c'est pas mal. 15 jours après avoir lancé le site, premier appel entrant. Premier appel. De qui ? Un particulier ou une agence ou Non. Un annonceur, je peux le citer. Vas-y. Printemps. Le Printemps ? Le Printemps. C'est mon premier client. Qui fait quoi ? Qui te demande quoi ? Qui demande. Alors, on se retrouve en mois de novembre, décembre. Donc, je lance vraiment à cette 2020 ? Non, juste avant le Covid. Ah non, encore avant. Ouais, okay. Avant. Ouais. Et je fais ma première animation Barbe à Papa pour c'est l'époque de Noël. Ok. Voilà. Et là, j'en fais 4-5 dans le mois. Premier mois. Sans rien faire. Ok. Sans commercial, voilà. Et là, je commence à tester, être sur le terrain. Pareil, le milieu de l'événementiel, je ne le connaissais pas. C'est pas du tout mon métier de base. Donc, c'est vraiment une étude en live, étude terrain, marché, voir quoi. Voilà. Ok. Et donc là, objectivement, il y a un truc à faire. Oui, parce que j'ai beaucoup de demandes, en fait, et que le côté chic plaisait aux marques. En fait, avant, elles faisaient pas de Barbe à Papa parce qu'en fait, les stands, le produit était pas très joli et moins gourmet. Et là, en fait, on leur propose un produit qui est finalement pas trop cher non plus en animation, qui plaît à tout le monde, qui plaît aux familles, qui plaît aux grands gourmands. Et en fait, tout de suite, ça a plu, en fait. On a vraiment répondu à un besoin des marques et des agences, en fait. J'essaye de formuler ce qui me passe par l'esprit, mais c'est plus facile de parler de pair à pair que de traverser des mondes quand tu achètes une prestation. Ce que je veux dire, c'est que l'acheteuse du printemps ou la personne qui est en charge de cet événement trouve en face d'elle quelqu'un qui vient de son monde professionnel, j'en sais rien. C'est plus facile à gérer que si tu achètes une prestation qui est vraiment exceptionnelle, qui est gérée par... tu prenais l'exemple des forains tout à l'heure, tu vois. Je me demande... Je sais pas si ma pensée a un fil et un but, mais ok, très bien. Raconte-moi l'accélération. Donc là, on est en 2018-2019, c'est ça ? On est plutôt en 2017. En 2017, mais pardon. Oui, parce qu'en fait, je fais 1 an de 2017 à 2018. Je teste. En auto-entreprise. En auto-entreprise, okay. En fait. Voilà, okay. Exactement. Et je fais 1 an comme ça, en fait. Ok. Qu'est-ce qui te pousse à lancer ta boîte ? Lancer la boîte, enfin lancer une structure juridiquement. Je fais assez de chiffre d'affaires et j'ai assez de clients pour pouvoir passer le cap et de me dire qu'en fait il y a plus de risque en fait. Okay. Le matériel est rentabilisé, c'est très vite rentabilisé et c'est maintenant ou jamais. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, on dit souvent je réfléchis à créer ma boîte, mais c'est compliqué. Ben non. Un enregistrement auto-entrepreneur pour tester une activité, qu'elle soit de service ou de vente de produits, c'est vraiment incroyablement simple. C'est une démarche de 10 minutes en ligne à faire et ça permet de se lancer assez facilement et à moindre risque. Simone à Bordeaux, super épisode que j'ai enregistré il n'y a pas longtemps, qui fait des jolis bijoux très colorés. C'est Agnès Tardy qui a fondé cette boîte, puis qui a été rejointe par son mari, ensuite Eric, que j'ai reçu. L'a lancée comme ça. Et elle a cartonné en auto-entrepreneuriat avant de devoir passer à une SAS, ou une SA, enfin peu importe, une entreprise, parce qu'elle avait atteint
les quotas. Oui, puis à un moment donné, tu te retrouves aussi avec certaines charges qui, en fait, en micro-entreprise, c'est plus possible de les supporter. Tu récupères pas la TVA. Tu commences à avoir des achats. Faut penser au bureau, à de l'investissement. Donc, quand tu commences à penser comme ça, c'est que c'est le moment, en fait, d'y aller. Et moi, sincèrement, le but, c'était de pas prendre de risques, en fait. J'avais déjà risqué, j'avais déjà mis un peu d'argent dans ma précédente boîte. Le but, c'était de pas en reperdre encore. Et je voulais vraiment me sentir sécurisée dans cette démarche-là, en fait. Très bien. Donc, tu fais ça pendant 2 ans, avant le Covid, c'est ça ? Donc, je lance la société en octobre 2018 et en février 2019... oui, c'est ça. Non, attends, je sais plus. Ouais, c'est ça, tout à fait. Okay. Non, c'est février de 2020, pardon. Pardon, oui. Ouais. Et du coup, tu avais une activité essentiellement B2B jusque-là, ou uniquement B2B, avant le Covid ? Je faisais que du B2B, exactement. Ouais, ça, oui, okay. oui, que de l'événementiel et que en B2B, en fait. Le Covid arrive et l'événementiel se casse la gueule. Se casse la gueule, disparaît. Ouais, vraiment, ouais. C'est très dur. Ouais. C'est très dur. J'en ris aujourd'hui, mais je rigolais pas à l'époque, ça c'est sûr. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Tout ce que j'ai créé, on peut pas tomber à l'eau comme ça. Je rebondis et je me dis, si je peux pas faire d'événements, si on peut pas aller à la rencontre de nos clients, en fait, on va emmener la barbe à papa chez eux, en fait. Pas de problème. Donc, c'est là que je me lance et je me dis, alors, comment on peut emmener la barbe à papa prête à consommer chez les gens de manière toujours aussi ludique, toujours aussi joyeuse, qu'on ne perde pas l'expérience, parce que tu n'as plus l'expérience du bâton, tu n'as plus la magie de la machine, en fait. Et je réfléchis à ça. Je dis, comment je peux vendre de la barbe à papa en ligne ? Comment aussi les entreprises qui, elles, faisaient également des événements, comment en fait on peut leur proposer un produit fini qui va effectivement, ça va être, pour leurs collaborateurs, pour leurs clients, sans que nous on intervienne sur place en fait. On ne pouvait plus être sur place en fait. Et là, c'est ton virage B2C. C'est mon virage B2C. Ouais. Alors c'est quand même tout un monde. Avant, tu avais du matériel, tu déplaçais chez le client, tu faisais des barbes à papa, tu avais peut-être, je sais pas quelle était à l'époque la présentation, mais faire du B2C, ça veut dire un produit, du packaging, j'imagine des tests pour savoir combien de temps, comment ça se garde, et un e-shop. Et puis du funding, puisque tu lances à cette époque une campagne sur Ulule. Du coup, je lance la campagne de crowdfunding sur Ulule pour financer effectivement le lancement de ce qu'on appelle Pocket, qui était un carré de barbe à papa. Il n'était pas rond, il était carré en fait. Voilà, c'était le but de cette forme ronde. On l'a emmené chez vous, mais de manière carrée. Donc, je lance la Pocket en crowdfunding, qui est un succès. On récolte 104% des fonds. Ce qui nous permet de lancer le produit. Tu fais 104% de ton objectif. Tu dépasses ton objectif. Tu atteins et dépasses ton objectif. Oui, exactement. Et je lance. Pareil. Alors, je connaissais le marché. Je connaissais pas le marché de la vente en ligne de la barbe à papa. Vendre en ligne, c'est très compliqué. C'est très difficile. Il faut être très visible. On est quand même noyé au milieu de beaucoup de commerçants. Et vient pas à l'esprit des gens de se dire, tiens, je vais m'acheter de la barbe à papa en ligne. Alors vraiment pas. C'était notre premier frein en fait. Oui, c'était un frein. Donc ça, c'était un frein. Le fait que ce soit pas une. En fait, t'inventes un nouveau mode de consommation de la barbe à papa, mais surtout, ça se garde la barbe à papa. Ça se garde 6 mois. Oui. Ok. À l'abri de l'air et de l'humidité. Oui, mais comme un produit d'épicerie un peu frais. Okay. Et faut le protéger. Si tu l'écrases, donc j'imagine. Alors vous le verrez sur le site. Le composant, le contenant, pardon, t'appelles ça une dosette. Alors il y a la dosette, effectivement, parce que c'est une forme de dosette. Et il y a la pocket. Et il y a la pocket qui est du coup carré, mais gonflé pour pas qu'elle puisse être écrasée. C'est exactement. Ça. Okay. Tu fais des tests avant de lancer le produit ? Oui.
On fait des tests, je fais des tests. On a un petit labo en fait à côté de nos bureaux dans lequel on a fait des tests de durabilité. Après, je connaissais le produit en fait. Ça faisait 3 ans que tu le travaillais. Voilà, ça fait 3 ans que je le travaillais. J'avais moi-même déjà fait des tests parce que même si le Covid était là, j'avais déjà en tête un produit comme ça prêt à consommer. Ça me trottait dans la tête depuis très longtemps. Le Covid a tout accéléré, mais j'avais déjà fait des tests. Donc vite, on a lancé le produit. Je savais que c'était viable en fait et durable. Je fais un saut dans le temps et puis on reviendra à ça tout à l'heure, mais tu t'avais déjà en tête de lancer un produit B2C, en tout cas Pocket. 2 ans plus tard, le B2C versus le B2B, c'est quoi ta prio ? Le B2B. Ok. Et tu m'expliqueras pourquoi dans un instant. Donc très bien, tu fais ta campagne de crowdfunding, tu lances ton site, tu le fais toi-même ? Oui. C'est du WordPress avec un WooCommerce dessus. Oui. C'est bien ? Oui. T'es heureuse ? Oui. Ça convient tout à fait au volume qu'on fait en fait. Ok. Je sais qu'il existe des choses un peu plus performantes, mais c'est suffisant pour le commerce qu'on fait et les attentes dont on a besoin en fait. Ok. Ça, c'est pour la partie du coup B2C, principalement français d'ailleurs, tes clients, ou aussi de l'international ? J'ai un peu d'international, oui. On est allé en Barba Allemagne. Papa, c'est complètement cotton candy en anglais, Barba Papa en français, en anglais, en allemand, on dit comment ? Zuckerwatte. Zuckerwatte. Voilà. Ok. Client en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, c'est un produit qu'on a revendu jusque-là, et en Angleterre aussi. Ok. Mais très européen. Donc virage B2C pour pas mourir en 2020 quand tout l'événementiel s'arrête, mais l'événementiel repart jusqu'à ce fameux creux, pic, enfin pas pic justement, creux qu'on a connu il y a 1 an, où Barba Papa a failli mourir, mais tu as su rebondir. Aujourd'hui donc ta distribution se fait principalement en B2B sur de l'événementiel. C'est des annonceurs en direct ou c'est des agences d'événementiel ? Les deux. Ok. Voilà. Comment tu te fais connaître auprès d'eux ? Alors, on a la chance d'être très bien référencé. Donc, on a beaucoup d'entrants, en fait. J'ai envie de dire 99% de nos contrats, c'est de l'entrant. Okay. On fait très peu de prospection, quasiment pas, en fait. On peut le dire, tu fais pas de prospection. Voilà, on fait pas. Tu pourrais aller plus vite si tu en faisais ? C'est une question auquel je me suis posée avec mon commercial aussi, parce que j'ai un commercial depuis peu. C'est une question qu'on s'est posée. Un commercial qui fait que de l'entrant. Qui gère les devis entrants, effectivement. Il est commissionné ou pas ? Il est un peu commissionné. Non, mais tant mieux. Enfin, non. Un appel entrant ne veut pas dire un appel signé. Non, exactement. Mais, exactement. Non, il est là pour faire autre chose, mais je t'en parlerai, je te donnerai une petite news à la fin. Très bien. Je ne le savais pas. Je me le note pour de te relancer au cas où. Donc, sur le B2B, c'est principalement de l'événementiel, essentiellement de l'appel entrant, par des annonceurs ou des agences. Exactement. Et tu as quand même essayé de démarcher des agences ou jamais ? Si, on va le faire. On va avoir le temps maintenant d'aller proposer et faire déguster nos produits aux agences. En revanche, l'annonceur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas quelqu'un qui est dispo comme ça, qui a pas de vision j'ai envie de dire, sur ces événements, qui a pas de catalogue, qui a pas forcément besoin de catalogue. T'as beaucoup d'annonceurs qui organisent leurs événements à moins de 15 jours, en fait. Donc, qui n'ont pas forcément de vision. C'est des très, très grosses enseignes qui ont ces visions-là, mais chez eux, on est déjà référencé. Donc, le but, c'est au moins d'être référencé chez ces marques-là, en fait. Donc, Printemps, Galeries Lafayette, la Grande Épicerie de Paris. Ça, c'est des grandes enseignes sur lesquelles on doit être référencé, effectivement. En B2B. En B2B. Voilà, exactement. Après, les agences, les agences, on a plus une démarche de prospection, puisqu'en fait, on va leur proposer notre catalogue, leur faire déguster. Et en fait, eux, après, ils ont un catalogue qui propose effectivement avec les marques avec lesquelles elles travaillent. Donc, elles ont besoin de savoir en amont ce qu'on est capable de proposer, puisqu'elles sont en phase de décision bien en amont que nous, on intervient vraiment une fois que les projets sont signés, en fait. Donc, on a besoin d'aller voir, en fait, on a besoin d'aller voir les agences. Combien ça coûte une animation Barba Papa ? Alors, tout dépend du temps de prestation que tu veux. On est sur des minimums de 2 heures avec un tarif de 590 € hors taxe. Et là, tout est compris. Les 2 heures.
les 2 heures. Okay. Et après, tu as le temps d'installation, le clé en main, tu as un barbista qui vient filer pendant 2 heures de prestation. Et puis après, c'est dégressif avec le temps d'animation que tu prends. C'est vrai que Célia a été hyper sympa et a amené pour les équipes une grosse box découverte. Oui. Ce que je trouve top. Et j'étais en train de me dire, c'est vrai que pour les agences, tu vois, sur les 20, 30, 50 agences qui comptent d'événementiel sur Paris, d'envoyer ta box, c'est assez sympa avec un descriptif de ce que vous faites et des photos. C'est assez facile en fait de se faire connaître et de. En plus, c'est un truc qui se partage en équipe au bureau, ça fait parler. Ok, compris. C'est beaucoup de douceur. Enfin voilà, c'est un produit qui donne beaucoup d'émotions d'ailleurs. Donc ça plaît. Ça fait du bien en fait quand tu reçois ça au bureau. Tu verras après avec. Produit plaisir quoi. C'est un produit petit plaisir. Tu as des apprentissages, des enseignements sur la vente en événementiel? Sur ce type d'activité, est-ce qu'il y a un moment où tu as rencontré des freins, des frictions? Est-ce que tu t'es planté? Mais figure-toi que non. Mais oui. En fait, je dis pas que c'est facile parce que il y a beaucoup d'opérationnels dans l'événementiel. Mais non, à part un pneu crevé, voilà. Et sur la vente? Sur la vente de produits? Ouais, non, sur la vente en événementiel, sur le process de vente, pas l'opérationnel. Non. Non, écoute, non. Tant mieux, tout se passe bien. Non, puisque c'est dur. Oui, exactement. Non. C'est pour ça en fait, c'est vraiment une activité qui, je dis pas qui est facile, mais en fait, je sais pas, on a trouvé notre voie, la manière de le proposer. En tout cas, on doit répondre à une attente parce qu'en fait, pour moi, c'est simple en tout cas. Ok. Sur la partie web, ça représente quoi de l'activité? La partie B2C en direct to consumer, tous ces anglicismes. Pardon, la partie donc grand public en ligne versus l'événementiel. L'événementiel, c'est une infime partie. Ça doit représenter 5% de mon chiffre d'affaires. Ok. Mais en événementiel, les produits que tu me présentes là et que je vois sur ton site, ils sont disponibles aussi? Non. On les met pas à disposition. Alors, lorsqu'on vient avec un animateur et qu'on fait de l'événementiel, ces produits-là sont pas à disposition. Tu peux les avoir effectivement en cadeau d'entreprise. C'est plus là-dessus qu'on va axer parce qu'on va faire du volume. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de produire en volume versus un B2C où en fait, tu travailles à la petite commande. Tu vends des petites quantités. Tu vends des petites quantités. C'est ça la news? Non. Ok. Très bien. Tu as essayé Encore Store? J'ai essayé Encore Store. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est Encore Store? Encore Store, c'est une plateforme qui met en relation en fait commerçants et marques pour faire du business en fait. C'est une facilité pour les commerçants qui veulent choisir des produits pour leur épicerie, leur petit commerce, d'être en relation directe en fait avec des petites marques comme les nôtres en fait et d'acheter. Ça leur limite leurs frais de port, leur minimum de quantité d'achat. C'est ce type de plateforme c'est la dernière des licornes, je crois. Ouais. Super épisode de Génération Do It Yourself que je vous recommande avec Nicolas Dodifré, qui est le fondateur ou co-fondateur d'Encore Store. Hyper intéressant. Non seulement sur Encore Store, mais aussi sur le mec est brillant. Donc tu as essayé. Oui. Je parle au passé. Oui. Pourquoi tu parles au passé? Ouais. Parce que on a stoppé la production en septembre parce qu'on n'était plus capable aujourd'hui de produire et de répondre à la demande en fait. C'est fou de devoir arrêter parce que c'est un problème de riche. C'est un problème de riche. On a préféré arrêter parce que notre atelier est trop petit sur la région parisienne. Mais en fait, on n'a pas arrêté, on fait une pause temporaire en fait. Le temps d'avoir l'outil de production. Voilà, et de se restructurer pour pouvoir le produire. Alors, on le produira plus sur la région parisienne, on va le produire plus ailleurs. Toujours en France ? Toujours en France, oui, toujours en France. Mais le succès sur Encore Store, ça nous a donné énormément de visibilité et ça a été un vrai canal pour nous de vente en fait. Qu'est-ce que tu appelles le succès ? Le succès. En volume, c'est ça ? Oui, en volume et en chiffre d'affaires, en fait. Okay. Voilà. Donc, tu as arrêté parce que ça allait trop vite. Ça va trop vite. Tu pouvais pas suivre. Exactement. Et on ne pensait pas vendre autant sur Encore Store.
Ok. Tu peux nous donner des volumes versus le site web, versus ou des éléments de comparaison? Alors, je peux te donner en volume unité de production, pas en chiffre d'affaires. On devait produire les dernières quantités, on a dû faire du 15 000 unités, ce qui est beaucoup en fait. On a vraiment un trop petit atelier pour aller au-delà en fait. Ok, voilà. Ok. Intéressant. Donc tu y retournes dès que tu es prête? Enfin, en tout cas, tu n'y as pas renoncé. Oui. Non, on n'y a pas renoncé. Alors, pour plusieurs choses, parce qu'en fait, l'activité événementielle qu'on a, quand on fait déguster nos produits en événement, en fait, les clients qui viennent déguster, ces grands enfants, là, les grands gourmands, ils nous demandent, en fait, mais où est-ce qu'on peut manger vos barbes à papa? Mais en fait, on n'a pas de boutique, on n'a pas de lieu de dégustation. Si on ne propose pas nos produits après, en fait, ils ne les retrouveront jamais, en fait. C'est aussi un moyen pour nous de continuer cette présence physique en événementiel et de continuer, en fait, l'expérience jusqu'à nos boutiques. La partie B2C est là aussi pour répondre à ces questions, enfin, à ce besoin. Et non pas forcément cette entrée, j'achète de la barbe à papa et je nous trouve à l'événementiel. Pour moi, c'est plus un chemin dans l'autre sens. C'est, je fais de l'événementiel, on nous voit, c'est super, j'en veux aussi. Tiens, je ne veux pas forcément une animation, je veux des produits chez moi pour déguster, pour un anniversaire, pour son petit plaisir du quotidien, pour offrir au bureau, à ses potes, à ses collègues. Je comprends, mais comment tu capitalises du coup sur l'événementiel? Alors, Théo au printemps, je pense, printemps ou galerie, pardon. Ton premier client. Printemps. Et ton dernier client d'ailleurs, événementiel? Ce matin. Ouais. Alors, tu viens d'une. Alors moi non, mais okay, l'équipe, t'as des barbistas. Exactement. Là, tu peux nous dire chez qui? On est sur un salon. Français, on est sur un salon, c'est la marque Faya, pardon. Pardon. Ça m'a fait une mauvaise blague au bureau sur le nom. Faya. Et on fait Salesforce cet après-midi, tu vois. Génial. Ouais. Alors, Salesforce, meilleur exemple. Comment, parce que là, c'est dans les bureaux ou dans un salon? C'est dans les bureaux. Ok, comment tu capitalises? Parce que typiquement, moi, ce que tu me dis là, ton enjeu, c'est de prolonger l'expérience après l'événementiel. Donc, tu as 30 personnes, ou 50 ou 100, je sais pas. D'ailleurs, combien de personnes sur 2 heures tu peux servir? On peut monter à 100, c'est 100 par heure, donc on peut faire 200 barbes à papa. 100 par heure sur une machine. Comment est-ce que ces 100, tu pourrais les transformer en acheteurs demain? Et comment est-ce que tu capitalises sur les 100 personnes que tu potentiellement avoir en 1 heure d'animation sur un stand? Est-ce que alors vendre des produits, tu m'as dit que tu le faisais pas, proposer, donner des cartes de visite, donner des échantillons, comment est-ce qu'ils repartent avec la maison de la barbe à papa après cette expérience-là pour potentiellement y repenser plus tard? Alors, on a un produit. Bon, déjà, on a une communication sur nos stands, donc ils savent nos clients qui viennent nous voir, ils savent qui on est en fait, les gourmands qui viennent nous voir, ils savent qui on est. Ensuite, on a un produit hyper instagrammable. On a un produit qui génère du contenu. Donc ces personnes-là qui prennent des barbes à papa font des photos, viennent poster en nous taguant. On est très générateur de contenu. Donc en fait, c'est comme ça qu'ils nous retrouvent en fait après. Voilà, on a vraiment un canal d'acquisition qui va être via en fait les réseaux sociaux et voilà. Et en même temps, tu me disais tout à l'heure que le B2C n'est pas une priorité. Non. Donc on ne fait pas plus de communication sur le B2C en fait. Tant mieux s'ils viennent acheter. Le B2C, c'est pas ce qu'on préfère en termes de développement chez nous pour des raisons. Il faut faire beaucoup de volume. C'est des petites commandes, c'est des petits paniers. Nous, on a des petits paniers en fait. C'est une gestion du transport, des problèmes qu'on peut avoir dans les transports, du mécontentement. C'est beaucoup de temps en fait passé par client. Et on préfère le B2B. J'étais à l'anniversaire de Headbanger il y a 2 ans, je crois, au Rex. Il me semble avoir vu... Oui. T'y étais? Mais c'était nous. Ah ben voilà, je reconnais. Alors sur le site, vous voyez, on peut personnaliser le stand de la maison de la barbe à papa. Et en voyant le stand, je me dis, mais putain, je l'ai vu. On a fait les 15 ans du label. C'était les 15 ans, c'est ça, au Rex. Oh, c'était fou, avec l'orchestre philharmonique de je sais plus qui, mais qui reprenait les plus grands titres. C'était vraiment pas mal. Mais alors, c'est intéressant parce qu'en intro, tu me disais que tu voulais gourmetiser, chiquiser la barbe à papa. Je vois tes clients, Ralph Lauren, Chanel, Colette, Feu Colette, Zadig et Voltaire, Lacoste,
Montblanc. Là, on vient de faire Swarovski, Gemio, Swarovski. Hermès, voilà. Et en fait, en ayant gourmétisé ce produit, on a donné accès à des marques de luxe, des marques haut de gamme. Elles ont voulu effectivement utiliser la barbe à papa qui pourrait paraître effectivement un produit un peu bas de gamme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles n'en faisaient jamais. Mais en fait, on leur a donné accès à ce produit en fait en le chiquisant, en le gourmétisant. Ça nous permet de travailler avec des plus belles marques de parisiennes en fait. Ok. Ouais. Je te demandais comment tu prolongeais l'expérience après l'événementiel. Donc tu m'as dit déjà le stand est bandé. Tu as fait vivre une expérience qui était originale. Parce que la dernière fois que quelqu'un qui mange la barbe à papa à ton stand en a mangé, c'était quand tu étais gamin ou il y a 10 ans à telle fête foraine, j'imagine. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Tu m'as dit que c'était très instagrammable. Très générateur de contenu. Oui. Ok, compris. On a parlé du B2C, on a parlé du B2B, de l'événementiel, on a parlé d'Anchor Store. Tu fais aussi du physique. Je fais quelques flag stores, oui. Ouais. Oui. Raconte-moi. On s'accorde, je m'accorde 2 flag stores grand maximum par an. Parce que c'est beaucoup de temps aussi. Ouais. Et que généralement. Donc c'est une vente événementielle en B2C. Dans un flag store, un flagship. Pardon ? Oui, ça fait beaucoup. Je ne sais pas si on nous suit là. Oui, sur le bien coup. sûr qu'on nous suit. Mais donc en présentiel, de manière événementielle, sur combien de temps ? Ça dépend. Je l'ai fait sur une semaine au Galeries Lafayette cette année. Et donc, je l'ai fait il y a 1 an, 2 mois au Bon Marché. Ok, 2 mois ? 2 mois. Donc tu avais un barbista tous les jours ? Alors non, où il y a juste les produits ? on avait juste les produits. D'accord, mais alors pourquoi c'est beaucoup de temps ? Parce qu'en fait, il faut y aller. Certes, on met un vendeur ou une vendeuse, mais ce que les clients veulent voir, c'est les fondateurs, c'est la fondatrice. Donc il faut y être, il faut expliquer avec mon âme, mon âme d'enfant. Et ça, la grande épicerie ou le bon marché te le demande ? Ils te disent, Célia, viens. Ils ne demandent pas. Ils te le font comprendre. Mais il me le faut comprendre. Ouais. Et moi, je le comprends très vite. C'est-à-dire que quand je suis sur place, déjà, c'est une vraie expérience que de bien connaître ses clients. Et pour bien connaître ses clients, il faut être sur place, en fait. Il faut échanger avec eux. Il faut comprendre ce qu'ils viennent chercher. Et moi, ça, quand je suis sur place, je le comprends encore mieux, en fait. Et je peux mieux répondre à leurs besoins. C'est vraiment important, en fait. Ceux qui ne le font pas ont tort, d'ailleurs. C'est très dur de passer ses journées, effectivement, à faire de la vente, à être présent. Mais défendre son produit, expliquer son produit, quand on est une jeune marque comme la nôtre, j'ai envie de dire, j'ai pas le choix, en fait. J'avais pas le choix. Et puis, il n'y a pas mieux comme lieu, comme expérience pour comprendre son client. Hyper important d'aller parler à ton client. Oui. Ok. Oui. Ok. Pourquoi tu l'as fait et pourquoi tu le referais pas ? Alors, c'est beaucoup de temps. J'ai pas dit que je le referais pas. Ouais. Tu te limites, quoi. Je me limite, effectivement, parce que j'ai d'autres activités. Il faut que je fasse tourner la boîte et que 2 mois à un endroit, c'est 2 mois à pas faire autre chose, en fait. Je suis pas 2 mois non-stop. C'est une question. Après, c'est une question de priorité. C'est comme nous, le B2C, c'est pas une priorité. Quand je fais connaître des produits comme ça, il faut vraiment avoir une stratégie de vente en ligne, de e-shop, et c'est pas notre stratégie, en fait. C'est vraiment une question d'image. C'est de se dire qu'en fait, on est présent dans des lieux qui donnent une notoriété à la marque, en fait. C'est plus dans cet état d'esprit que de se dire, tiens, on fait de la vente, on vient faire de la vente. Donc effectivement, avoir fait le bon marché, c'est quand même une de notoriété et que j'ai le tampon, en fait. Les Galeries Lafayette, c'est pareil. J'aimerais bien être au Galeries Lafayette Gourmet, faire un mois au Galeries Lafayette Gourmet. C'est des sortes de passes et de tampons. C'est pas une fin en soi, mais c'est important pour la visibilité, en tout cas. Ouais, et en vrai, alors tu m'as dit ta priorité, c'est quand même le B2B. C'est des paniers plus importants, c'est peut-être moins de coûts, mais la scalabilité n'est pas la même. Ce que je veux dire, c'est que tu as quand même une machine à déplacer, il faut trouver un barbista, il peut y avoir plein d'écueils sur la route avant de faire ta prestation, même si ton panier moyen, ou en tout cas ton panier, ton prix d'entrée, tu m'as dit 590, 600 € hors taxe, quoi. Donc évidemment, c'est beaucoup moins de travail et d'efforts et de coûts que d'envoyer trois paquets ou 3 dosettes de barbe à papa. Combien ça coûte une dosette ? 6 €. 3 dosettes de barbe à papa. Maintenant, si tu as l'unité de production derrière, une fois que tu as été reconnu, la scalabilité est plus simple sur du produit grand public, en B2C. Oui, mais les marges sont moins importantes, en fait.
Okay. Les marges sont plus importantes en événementiel. Et alors juste d'un point de vue strat, t'as pas peur que si tu te concentres sur le B2B, l'événementiel, avec plus de marge, peut-être plus de sécurité ou moins d'efforts à l'unité de vente, t'as pas peur qu'un autre acteur arrive et prenne le marché du B2C? Ou peut-être que tu t'en fiches parce que c'est pas ta prio et que c'est pas... Alors... Enfin, la course à la croissance, c'est pas une, tu vois, c'est pas la seule fin en soi, quoi. Non. Et d'ailleurs, on fait pas la course à la croissance. Sinon, on aurait fait on aurait des investisseurs et on ferait de la super croissance et on pourrait en fait. C'est pas on a déjà eu des propositions et c'est pas ce que j'ai envie de faire non plus. J'ai envie de maîtriser, j'ai envie que ça m'appartienne. J'ai pas envie non plus d'avoir la rate au courbouillon en me disant il faut produire et j'ai envie de vivre les choses assez sainement. Oui, alors s'il y a quelqu'un d'autre, moi je me dis que la concurrence, s'il y a de la concurrence, c'est qu'en fait il y a de la place aussi pour d'autres, enfin pour nous, il y a de la place sur le marché. S'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'en fait il n'y a pas de marché. Donc il y a quand même quelques entreprises qui se sont lancées dans la barbe à papa depuis quelques temps, que ce soit en événementiel ou en achat de produits, en vente de produits, pardon. Mais ça me fait pas peur parce que chacun a son positionnement. Nous, on n'a pas le même type de positionnement. Il y en a qui sont plus axés effectivement sur les anniversaires, les fêtes, les petites fêtes. Nous, c'est pas notre axe. Nous, on est plus axés sur les entreprises, le corporate. Voilà. Donc non. Enfin, sincèrement, j'ai peur de rien. J'ai peur que de toi, non. Alors, tu m'as dit que c'était ton premier podcast et que tu avais un petit coup de stress avant de commencer, mais ça se passe très très bien. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on se parle. Je n'ai peur de rien, je retiendrai surtout ça. On a fait un grand tour, c'est cool. Une dernière question, 3 dernières questions. Allez. Le plus important, c'est le B2B, donc l'événementiel, et donc la prise de rendez-vous. Je voudrais juste comprendre ton tunnel et l'outil que tu utilises. Première question. Deuxième question, assez ouverte. En quoi est-ce que ton métier, ta vie d'avant, ESN, développement, t'a aidé aujourd'hui dans ton aventure? Et puis, troisième point, tu m'as dit que tu avais un truc à m'annoncer, donc je suis impatient de savoir, une breaking news. Ah, okay. Mais commençons par le commencement. Quel outil pour la prise de rendez-vous, la réservation, ton planning de événementiel? Alors, nous, on utilise effectivement HubSpot. On fait de la réservation en ligne ou de la réservation téléphonique en direct. Mais allez, on a 90% en ligne de réservation et le reste se fait par téléphone. Donc, ça fonctionne comme ça. Et puis après, on a notre outil de CRM et on calcule effectivement nos taux de gagnants-perdants en termes de devis. Mais voilà, l'entonnoir, il est là en fait. Et ensuite, on a beaucoup de demandes en direct aussi par mail via les agences événementielles qui, comme on est référencé chez certaines agences, c'est eux qui nous contactent en direct en fait. Ok, et ton planning ? T'as combien d'événements cette fin d'année par exemple ? Cette semaine, j'en ai une dizaine. Cette semaine, tu en as une dizaine ? Oui. Chez Faya et chez Salesforce, entre autres. Et du coup, combien de barbistas, pardon ? Un par event. Oui, mais combien t'en as sous la main ? J'en ai une vingtaine. Une vingtaine. De formés, oui. Et alors, comment Ils sont tous formés. Ils sont tous formés. Oui. Et comment est-ce que tu organises du coup leur tournée, leur déplacement, la récupération des machines ? Alors, on a des chefs de projet en interne qui s'occupent effectivement, à partir du moment où nous, on a un devis signé, c'est eux qui ont la main sur les projets, qui font les feuilles de route avec les clients, qui organisent la logistique. C'est un casse-tête, la logistique. Le pire de l'événementiel, c'est ça, en fait. C'est emmener, récupérer le matériel. C'est pas forcément sur place, en fait. Donc ça va être une grosse question ça va être un axe de développement l'année prochaine, c'est comment on peut externaliser les livraisons, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, en interne, qui organisons les livraisons. Donc voilà, un chef de projet a là, beaucoup, parce qu'on est en grosse période, donc c'est 5 projets, c'est quasiment 1 par jour, 5 projets par semaine, et s'occupe de son client pour que tout se déroule bien. Donc on travaille aussi avec une plateforme qui s'appelle Extracadabra pour la réservation de nos prestats et tous nos barbistas. On a un pool de barbistas et on leur propose, on les book en ligne pour leur dire il y a une presta tel jour, je vois que tu es dispo, c'est bon pour toi, et ça se passe comme ça en fait. Tous nos staffs sont gérés avec Extracadabra. Sur la partie mise en relation et la partie planning, c'est ça ? Oui.
Ok. Tu peux brancher alors Extracadabra, c'est marrant, j'en parlais la semaine dernière. Tu peux utiliser que la partie servicielle de Extracadabra. Donc tu formes tes barbistas, je vais y arriver, pardon. Ils s'inscrivent sur Extracadabra et c'est là que la prestation s'organise ou oui, le lien. Oui. Le lien se fait, quoi. Ok. Voilà. Cool. En quoi ta vie d'avant, ton métier d'avant de développeuse ou en tout cas de chef de projet de digitaux et techniques te sert aujourd'hui ? Ça me sert, ça m'a beaucoup servi pour le développement effectivement du site e-commerce, de toute cette partie tech. En fait, j'ai une vraie vision technique quand il faut mettre en place un nouvel outil, quand il faut développer, quand il faut débugger. Enfin voilà, toute cette partie un peu opérationnelle technique, ça me sert énormément dans mon quotidien. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette gestion directeur de projet, enfin chef de projet, directeur de projet, manager des équipes, c'est des choses que j'ai déjà faites. Pour moi, j'ai envie de dire que j'ai même dirigé ou géré des projets beaucoup plus gros que ma société avant. Donc en fait, ça me paraît plus facile en termes de gestion aujourd'hui qu'avant. Mais c'est l'expérience. En fait, j'ai envie de dire, c'est la vie. La vie m'a forgé, en fait. La vie n'est pas finie, mais j'ai pas qu'une expérience professionnelle. J'ai une expérience familiale. J'ai une expérience le quotidien te forge, en fait. On n'était pas loin d'une réponse à la Édouard Baird, mais j'ai bien aimé. C'est vrai. Je remercie la vie. Je chante la vie qui m'a amené aujourd'hui à écrire. Mais qui sait demain Ouais, c'est ça. Non mais ok, pardon, j'entends. Mais c'est un tout et j'arriverai pas à me dire ce qui m'a aidé en fait aujourd'hui dans la gestion au quotidien de ma boîte. J'ai à part une expérience technique, une compétence technique. Oui, monter un site, ça m'aide puisque je débug les copains, les copines qui ont des boîtes et qui ont besoin de. Écoute, j'ai besoin d'un extra là en WordPress ou WooCommerce. Voilà. Où je débug souvent autour de moi les copains, les copines qui ont des sites web et qui ont besoin de moi, donc et qui me disent t'as de la chance en fait, toi tu peux t'en sortir, voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, ça me sert dans mon quotidien. Mais tout me sert en fait. Sincèrement, tout me sert. Très bien. Et donc, une news, la breaking news. Voilà, exactement. Donc, en fait, effectivement, tout à l'heure, quand je te parlais de mon commercial, que j'aimerais un nouveau commercial, et d'ailleurs, c'est un ancien alternant qui a fait son alternance chez moi, comme quoi, en fait, tout peut aboutir, qui est parti monter sa société ailleurs et qui revient, en fait, à la maison. On revient toujours à la maison. De la papa. Voilà, exactement, de la papa. En fait, on va, à partir de l'année prochaine, à la fin du premier trimestre, de 2023, on va attaquer toute la partie ouest de la France. Donc, on pose une antenne à Angers. Excellent. Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de demandes dans l'Ouest et que on ne signe pas les devis, on n'arrive pas à faire la transformation pour des raisons de coûts, des coûts de déplacement de l'équipe, des coûts de déplacement, d'hébergement en fait. Et on a besoin maintenant de rayonner à partir de Angers pour pouvoir faire Nantes, Rennes, Le Mans, Nantes, Le Mans, Angers. Formidable. Je révise ma géographie. Oui. Ah oui, d'accord. Angers est en plein milieu, je le voyais exactement. Plus bas. De Tours, Le Mans, Rennes et Tours, Nantes. pardon, j'ai oublié Tours. Tours, Le Mans, Rennes, Nantes. Ok. Donc, et Poitiers, pas très loin. Okay. Et Poitiers. Donc ça nous permet vraiment de rayonner plus facilement. On est quasiment à 1h et demie, ce qui est le même cas en région parisienne. On est à 1h30 de lieux qui se retrouvent encore en Île-de-France en fait. Donc on va pouvoir enfin rayonner et proposer nos services en fait, tout ce qui est agence événementielle, les marques qui sont là-bas. On a déjà fait des événements dans l'Ouest, mais il faut que ce soit des très très gros événements. Donc on peut pas répondre. On n'est pas compétitif sur 1, 2, 3 heures d'animation en fait. On peut pas se déplacer et faire 400 km pour 2 heures d'animation, c'est pas possible. La rationnelle économique est pas bonne. Complètement. Mais ok, le poids des demandes que tu as à Rennes, Le Mans et Tours, je regarde la carte, justifie de s'installer à Angers et pas d'aller à Nantes directement. J'imagine que Nantes est une grosse activité. Ça doit être c'est la plus grosse de ces 4 villes, non ? C'est une raison
C'est une raison. Ok. Non, je mais dis bon. pas. Non, c'est juste qu'en fait, on a un point d'entrée sur Ok, Angers très bien, et c'est plus simple pour nous de le faire. Et donc, on externalisera la production de nos produits, de nos barbes à papa en B2C et en revendeur à Angers. On aura la possibilité d'avoir beaucoup plus grand que ce qu'on peut avoir sur la région parisienne. Et donc tu te Et relances tout sur sera- Encore Store à ce moment-là aussi. Exactement, Ok, voilà, compris. exactement. Et on réouvre tout. On réouvre les vannes, en fait. Vous rouvrez les vannes. Oui, on réouvre les vannes. Ça se fait quand ça? On attend le premier trimestre fin premier trimestre, donc janvier, février, mars, avril. Ok. Voilà. Bon, on se reparle en décembre prochain pour savoir si le plan s'est déroulé Sans accroc. sans accroc. Célia, c'était très sympa de te recevoir, c'était très C'est frais. gentil. Il y a un... Alors, je reboucle avec ce que je disais. Je me suis cogné. Je reboucle avec ce que je disais en début d'épisode, mais je trouve très cool les aventures comme la tienne. Je te souhaite que ça se prolonge le plus longtemps possible et que ça marche. Mais c'est pas une course à la croissance, t'as pas levé d'argent, c'est une reconversion à l'entrepreneuriat tardive, enfin plus tardive que quand t'as 25 ans et que tu sors d'école. Tu prouves que c'est faisable, qu'il faut s'accrocher un peu par moment, que tu l'as dit, hein, c'est dur, tout n'est pas facile. J'aime le pragmatisme de se dire que l'événementiel, le B2B, c'est quand même au final un peu plus simple, c'est des plus grosses marges et c'est moins d'efforts par vente, tout en ne te coupant pas du B2C. Merci infiniment Merci d'avoir à partagé toi, tout ça. Merci encore à Francis Barrel, super épisode Oui. avec PayPal que je vous invite à écouter. Célia, on te retrouve sur LinkedIn, c'est Célia Pascaud, Pascaud. Oui. Et évidemment, allez faire un tour sur barbapapa.fr pour commander de la barbe à papa en dosette ou en pocket. Pocket, hein, c'est ça. C'est ça. Ou pour en offrir à vos employés, vos collaborateurs ou vos clients d'ailleurs. Tu fais ça? Ah, bien sûr. Je t'envoie un listing de 200 clients et tu leur envoies la barbe à papa? Mais si tu veux. Ok, cool. Et ben on va faire ça. C'est la maison qui régale, comme on dit. Attention. Célia, merci infiniment, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci. Merci à toi surtout. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.